je le disais, c'est bientôt l'été et on va essayer de trouver le temps justement de revoir certaines de nos habitudes, en tout cas d'en adopter de meilleures. Alors on va commencer par maîtriser le soleil. Alors de quelle manière ? Des conseils, on en donne tout le temps, de manière régulière. On va déjà jeter un œil à une enquête qui a été faite par un organisme qui s'appelle la Sécurité solaire et qui montre quand même que le comportement des Français a évolué. Alors ce n'est plus du tout comme dans les années 50 à 70 où on s'enduisait pour se faire dorer côté pile, côté face, exactement, graisse à traire, huile de coco, huile d'olive ou même vaseline. Et tout. Ah oui, il y avait c'était de la vraie friture, hein, on se mettait vraiment à griller. Donc fort heureusement, ce n'est plus ça, ça a bien évolué, mais il y a encore, vous allez voir, un énorme fossé entre la bonne volonté des Français et leurs actes. Alors dans cette étude, par exemple, on voit que 24% des Français affirment porter un vêtement lorsqu'ils sont au soleil, mais en réalité, ils ne sont que 15%. C'est un peu ça. Alors, vous allez dire, comment le sait-on ? Eh bien, en fait, ils ont pris des photos sur un certain nombre de plages et ils ont interviewé ces mêmes personnes. Et là, c'est très facile, en fait, en scrutant de très près les photos, de voir ceux qui ont menti et ceux qui disent la vérité. 30% déclarent mettre un chapeau au soleil. Dans les faits, ils ne sont que 5%, c'est vraiment pas grand-chose. 54% disent oui, je reste à l'ombre quand je vais au soleil sur la plage. Moi, c'est côté ombre. En fait, ils sont 10%. Et selon une autre étude, on voit que 55% des Français reconnaissent aimer encore se faire bronzer. Ah, bien sûr, moi j'adore. Voilà. Les autres n'osent pas le dire, mais ils aiment quand même. Et parmi ces 55%, 50% disent on respecte toutes les règles, crème solaire, rien chapeau, entre 10h et 16h. Voilà, jamais entre 10h et 16h. Mais là encore, on sait que c'est pas tout à fait la réalité. Alors, on vous le redit, pour éviter le vieillissement prématuré et puis le risque de mélanome, c'est-à-dire de cancer de la peau, respectez tout simplement les bonnes bases. La moralité, c'est que 30% des Français sont des menteurs. On est bien d'accord. Voilà. Mais il y a une espèce de crainte de dire comment on se comporte réellement au soleil. On a peur justement de ne pas être dans les clous. Alors, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de tricher en beauté. Ça, c'est la deuxième bonne idée. Tricher comment ? En adoptant un autobronzant. Parce que l'autobronzant, ça reste... Non, je vous assure. Pas tout le monde, Karine. Pas tout le monde. Mais l'autobronzant a fait énormément de progrès. C'est-à-dire que la DHA, on trouvait souvent que ça sentait pas très bon, que c'était un peu orange. Mais il y a eu d'énormes progrès. Maintenant, les couleurs sont beaucoup plus proches de la nature, enfin des couleurs des carnations naturelles. La DHA est bien enrobée dans de jolis parfums, donc ça passe beaucoup mieux. Et puis les formules ont énormément changé. On trouve. Alors la DHA, c'est le dihydroxyacétone, qui est en fait une molécule qui est extraite des sucres de châtaigne et qui en fait a une espèce de réaction enzymatique qui fait qu'il y a un brunissement en fait quand c'est au contact de la peau et de l'air. Oui, c'est naturel. Donc il y a aussi des substances de synthèse mais qui se rapprochent de ça. Donc le système est archi naturel et surtout en superficie ça ne pénètre pas. Les textures ont beaucoup progressé. On a des laits, des huiles, des mousses même. On a des gants qui sont déjà imprégnés. On a des lingettes pour éviter les sans-fautes. Pour éviter les fautes, au contraire, ça a bien évolué, mais attention, on peut encore louper. Par exemple, si on s'en met à la racine des cheveux, sur les sourcils. Le orange, là, c'est vilain. Non, mais c'est zébrure assurée. Ou si on en met sur des zones très sèches ou qu'on n'a pas bien exfolié, là, c'est vraiment moche, on peut le dire. Donc, attention à bien l'appliquer. Alors, le bon rythme, c'est tous les 3 à 4 jours selon l'intensité que l'on veut trouver. Et puis, surtout, très important, ne croyez pas que l'autobronzant protège du soleil. Il y a encore des gens qui pensent que ça y est, ils sont dorés, ils sont protégés. Je suis bronzé, donc je peux aller au soleil. Surtout pas. Donc vraiment, on fait très attention. Et puis alors, la troisième bonne idée, c'est tout simplement de s'amuser avec le maquillage solaire. C'est le moment. L'été, on peut même oser des couleurs qui nous font un peu peur, comme le orange, qui est très à la mode dans le maquillage aujourd'hui. Oui, mais quand on est bronzé, ça passe. Parce qu'on a déjà une carnation qui est proche du Vous maquillez en orange, Marie ? Eh ben, vous n'écoutez pas ce qu'elle a dit, en fait. Je pensais à la combinaison avec les vêtements. Non, mais je vais continuer en espagnol. Mais l'orange, c'est l'abricot, c'est joli. Naranja para todas. Oui, pourquoi pas. Si vous saviez les yeux verts comme moi. Non, vous êtes du pays d'Almodovar, vous. Voilà, c'est ça. Non, mais ça peut être Gaudi, tout ça. Sur un teint déjà un peu... Dali. Un peu orangé, ça passe très bien. Mais pas carotte quand même, un peu allé. Et puis si on est bronzé, surtout on n'a pas... Karine, c'est pas vous qui allez me contredire, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes quand on a un joli hâle. Ça se suffit souvent à soi-même, une petite crème. De mascara. Voilà, un petit coup de mascara, du gloss. Et c'est parfait. Un gloss orange, quelle horreur. Non, mais la vulgarité. même si on ne va pas au soleil,
on a tout envie de montrer ou de faire croire ou de se faire croire, parce que c'est bon pour le moral, qu'on y est allé. Donc, oh non, c'est pathétique. Non, mais une petite bonne mine avec une terre de soleil, un petit coup de spray sur les cheveux pour avoir un petit effet mordu par le soleil, voilà. Et puis un blush plutôt abricoté pour les peaux claires et plutôt rose pour les peaux mates. Et là, on aura l'impression qu'on sort du soleil sans en avoir eu les méfaits. Donc, on prend, hein, c'est une triche qui est plutôt sympa. Et la quatrième bonne idée, c'est de voyager léger. On est en vacances, on ne veut pas se surcharger. Et on va dire, si on partait sur une île déserte avec 2 produits, qu'est-ce qu'on prendrait? Alors, ne riez pas. Alors, on les a déjà, ils nous attendent sur l'île déserte, mais on leur Angelina Jolie et Julia Roberts. Bon, ça dépend. Pour Virgile. On y va avec du savon. Regardez comme c'est joli. Pourquoi du savon? Eh bien parce que le savon, avec un savon, vous vous démaquillez le visage, vous nettoyez la peau du corps, bien sûr. Si vous le mélangez avec une bonne pincée de gros sel, regardez comme ça sent bon. Celui-là, il est au lait de jument. Gros sel et savon, eh bien, vous faites un exfoliant maison qui coûte 3 fois rien. Et si vous prenez un savon comme celui-là, orange, qui est au carotène, eh bien, vous entretenez votre hâle. Donc, vous voyez comme c'est malin. Et l'autre produit magique, c'est l'huile d'argan. Avec l'huile d'argan, vous réhydratez la peau, les cheveux, et vous vous faites offrir un bon massage. Toutes les infos sur le site, bien sûr. Bonnes vacances. Merci beaucoup. Alors, pour avoir des belles femmes. Oui, Karine, je sais que vous êtes déjà convaincue par les bienfaits du thé. Vous aimez ça, nous tous à cette table. Mais j'espère vous en faire découvrir de nouveau aujourd'hui. Alors déjà, je vais commencer par une très jolie petite légende qui expliquerait l'origine du thé. Je dis expliquerait parce que vous allez voir, c'est peut-être vrai, mais on n'en est pas sûr. Il y a un empereur chinois en 2737 avant Jésus-Christ, Chen Nung, qui avait l'habitude, par souci d'hygiène, de faire bouillir son eau avant de la boire. Et un jour, alors qu'il faisait sa sieste sous un arbre à thé, un Camellia sinensis dont on va voir les feuilles en gros plan à l'écran, eh bien, il y a une légère brise qui a fait tomber quelques feuilles de thé dans son eau bouillante. Et à son réveil, il a été quand même un peu imprudent, parce qu'il a goûté sans savoir ce que c'était. Il a trouvé ça délicieux et le thé était né. Alors, de façon plus certaine, il y a ensuite les moines bouddhistes au Xe siècle qui, eux, ont vraiment découvert les bienfaits du thé parce qu'ils en buvaient au cours de leurs longues heures de méditation sans être fatigués et sans être non plus trop énervés. Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais ce sont des moines bouddhistes, peut-être que tout leur est permis, y compris de ne pas faire de pause. Et encore plus près de nous, c'est Marco Polo, évidemment, qui a aussi apporté le thé en France et en Occident en général. Et à l'époque, malheureusement, on disait que c'était une boisson réservée aux vieillards et aux femmes. Alors, heureusement, l'époque du tea time entre filles exclusivement, c'est terminé. Les hommes aussi, vous aimez le thé, avec même une petite préférence par rapport à nous pour les thés japonais un petit peu iodés qui sont si particuliers. Donc, les hommes aussi boivent du thé. Ils n'ont pas abandonné le café pour autant, mais c'est devenu la boisson la plus bue dans le monde après l'eau. Et alors, pourquoi autant d'engouement pour le thé? Il y a quand même 500 substances actives dans le thé. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, mais les plus connues sont... on commence par la caféine, que l'on appelle aussi un petit peu par langage la théine. Mais c'est de la caféine que l'on retrouve dans le café, dans le chocolat également, mais qui est présente en plus petite quantité dans le café que dans le café, puisqu'il y en a 4 à 7 fois moins. Pourquoi? Parce qu'il y a des tanins dans le thé. Vous avez vu, votre thé se colore au fil du temps. Eh bien, ces tanins neutralisent la caféine, ce qui fait que si vous voulez un bon booster rapide, c'est le café, et quelque chose de plus doux dans la longueur, c'est le thé. Mais ça éveille aussi. Mais ça éveille. Alors, ça éveille. Il y a aussi une substance qui relaxe, la théanine, qui agit sur le cerveau comme anti-stress. Il y a de la vitamine B, E, K, C. Il y a essentiellement aussi des polyphénols. Vous connaissez bien, Virgile. Bien les polyphénols en massage. On peut aussi les retrouver en massage ou en bain, carrément. Mais les polyphénols sont les fameux antiradicalaires qui luttent contre le vieillissement, donc ça nous intéresse tous, et qui viennent neutraliser les radicaux libres qui détruisent les cellules de l'organisme et de la peau en particulier. Alors, thé vert ou thé noir, j'allais dire peu importe, parce qu'ils ont quasiment tous les mêmes vertus, sauf que le thé vert, et maintenant on le sait, c'est scientifiquement prouvé, possède un polyphénol que le thé noir ne possède pas, c'est le GCG, qui est un polyphénol qui lutte contre le développement des cellules cancéreuses. Donc là, alors on ne peut pas dire, attention,
que c'est un médicament, mais c'est un excellent médicament de prévention contre le cancer. Donc ça, c'est très important. Alors, n'en abusez pas non plus. Non, c'est pas un médicament, c'est un produit. Non, ça coûte rien de le voir. Ce n'est pas un médicament, mais c'est un aliment. C'est un aliment de santé, de prévention. Alors, n'en abusez pas non plus, parce que si vous buvez plus de 2 litres de thé par jour, et là, qu'on soit homme ou femme, c'est pareil, eh bien, vous avez tendance à atténuer votre taux de fer. Donc, vérifiez régulièrement ou supplémentez-vous en fer. Alors, évidemment, il fallait s'en douter, les marques de cosmétiques se sont engouffrées, en beauté, se sont engouffrées. Et alors, on trouve maintenant des crèmes au thé blanc qui sont régénérantes, hydratantes, des crèmes au thé vert qui sont hydratantes également, antiradicalaires toujours. Et puis, il y a une kyrielle de parfums au thé. C'est pour la maison, c'est pour la peau. Ça, c'est pour la maison. On a la même chose pour la peau, donc on peut être parfumé comme sa maison. Il y a vraiment, il y a même des marques, une marque, c'est la seule qui existe aujourd'hui, qui s'est créée exclusivement sur les actifs de thé, et ça, c'est unique. Alors pourquoi? On l'a dit, c'est antiradicalaire, mais aussi il y a un grand atout dans le thé qui se trouve dans les crèmes, c'est que le thé vient piéger les actifs qui viennent dégommer, casser, supprimer les fibres d'élastine et de collagène, et donc qui nous font affaisser la peau. Donc, conclusion, une crème au thé, oui, à condition qu'il y ait au minimum 0,5 à 2% d'actifs. Sinon, c'est du marketing. Entre les deux, c'est parfait, vous pouvez y aller. Et si vous avez des bonnes recettes maison, vous nous les envoyez, on les attend. Vous avez été nombreux à l'issue d'une très bonne chronique de Virgile l'an dernier à nous redemander les bons secrets du thé. Donc, juste une petite astuce pour terminer. Vous avez le regard un petit peu fatigué le matin, 2 sachets de thé refroidi, quelques minutes le matin, et hop, c'est un petit coup de fouet. Mais on attend vos recettes à vous. Nathalie, on va continuer avec vous un petit peu de jardinage, on de est toujours bon dans matin. La chance, finalement, parce qu'on parle de la main verte. Toujours la main verte, justement. Cette fameuse expression dont on se demande toujours un peu si c'est un mythe ou une réalité. Oui. Il y en a qui auraient la main verte, d'autres qui ne l'auraient pas. Impossible de faire pousser des plantes pour certains, complètement possible pour d'autres. C'est un mythe ou une réalité Je suis sûre que si vous posez la question autour de vous, Jean-Michel, Caroline, tout le monde, vous avez autour de vous des gens qui vous disent « Ah, moi, je peux faire pousser une orchidée en plein désert », d'autres qui vont dire « Moi, alors, je suis nulle, je ne sais pas faire ». Et en fait, l'expression avoir la main verte, qui se dit aussi avoir les doigts ou les pouces verts chez nos amis européens, c'est une vraie réalité. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, il y a autour de nous 2 types de jardiniers. Il y a ceux qui suivent les méthodes de façon très professionnelle, très cartésienne, très carrée, presque scientifique, et qui s'en sortent plus ou moins bien. Et puis, à l'opposé, il y a des gens qui s'occupent de leurs plantes quand ça leur chante, qui... les arrose en passant devant, en disant « Tiens, elle a une drôle de tête, je vais lui mettre un petit peu d'eau, je vais lui donner un petit peu plus de lumière. » Et finalement, ceux-là s'en sortent plutôt pas mal. Donc, en interviewant des professionnels et des jardiniers, on s'aperçoit qu'il y aurait vraiment une histoire de main verte. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un truc inné qu'on a ou qu'on n'a pas, ou c'est... C'est quelque chose que l'on peut avoir de manière innée, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille. Et je pense qu'on a... Vous faites partie des gens qui croient qu'on peut parler aux plantes, quoi. Exactement. Et ça, je réservais ça pour la fin. Mais oui, vous tombiez dessus. On va voir un reportage quand même d'abord. On va parler technique aussi. Il y a aussi de la technique. Regardez. Le jardinage qui plaît évidemment aux petits et aux grands. Décidément, cette émission, c'est un peu ça ce matin. Vous avez vu, on parle de technique quand même, hein, c'est vrai. Voilà, c'est ce que vous disiez, ça on ne va pas simplement se cacher derrière sa main verte. Hein. Il y a vraiment de la technique, c'est une base. Il faut connaître les rudiments, il y a un minimum de matériel aussi à s'acheter. Mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que ça. Et oui, Jean-Michel, il faut parler aux plantes. J'ai interviewé un monsieur qui s'appelle Joël Bruffin, qui est un fleuriste à la retraite, qui a ouvert un blog, un site internet, et qui pendant 40 ans a côtoyé les jardiniers. Alors ceux qui ne s'en occupent pas du tout, ceux qui s'en occupent d'une autre manière. Et il a réalisé qu'il fallait 4 choses très importantes pour faire pousser une plante chez soi. D'abord, ça paraît évident. Notez, allez-y, 4 Ça paraît évident, mais il faut aimer s'occuper de ses plantes. Il faut avoir envie d'avoir une plante chez soi. Ensuite, il faut être vraiment à ce que l'on fait. C'est-à-dire que Rachid, par exemple, quand vous arrosez votre plante verte, vous ne faites que ça. Il ne faut pas passer l'aspirateur, téléphoner, arroser sa plante. La plante s'en rend compte. Il faut être à ce que l'on fait. Voilà, mais c'est comme tout dans la vie, il faut être à ce que l'on fait. Ensuite, il faut suivre son instinct. Pourquoi? Parce qu'en général, vous le disiez, Caroline, vous passez devant votre plante, vous dites « Oh tiens, elle a une drôle de tête, je vais l'arroser un peu ».
Et en général, votre instinct vous Instinct dicte maternel. ce qui est bon pour votre plante. Et enfin, il ne faut pas hésiter à parler à sa plante, voire même à la toucher pour lui dire « Oh, mais dis donc, tu as fait une belle petite fleur aujourd'hui ». Vous faites ça entre le rendez-vous entre le psychiatre et l'orthophoniste, c'est ça? Exactement. D'accord. Non, je vais chez le psychiatre avec la plante quand même. Mais Jean-Michel, si vous ne me croyez pas, faites l'expérience. C'est une expérience qui a été faite de nombreuses fois et là, c'est pas en une plus, blague. vous avez raison. Vous Ça a été prenez fait 2 plusieurs petits fois. pots. Vous mettez une graine dans chacun des 2 petits pots. Sur un des petits pots, vous mettez de On me côté, l'avait vous pas donnez, raconté comme ça, mais vous hein, donnez mais les rudiments, tout ce qu'il faut de façon très technique. Et l'autre petit pot, vous parlez à la graine. Eh bien, vous allez voir, la graine qui va devenir une belle plante, c'est celle à qui vous aurez parlé. Moi, je parie pour le J'attends les zapping. réactions sur Je le pense site que ça internet passe à de la l'émission. On a besoin d'un Vous médecin viendrez sur cette nous dire émission. ça. Occupez-vous de vos plantes et on en reparle. Merci beaucoup. C'est bientôt les vacances et oui, vous le savez, alors si vous n'avez pas encore réservé votre séjour, pas de panique. On a sur ce plateau la solution pour partir loin ou pas d'ailleurs, Exactement. pour en tout cas presque rien. C'est une vraie solution économique. Aujourd'hui, l'idée c'est d'échanger sa maison pour pouvoir faire des deals qui coûtent pas trop cher et qui nous font passer des super bonnes vacances. Oui, Comment ça se passe, C'est une Nathalie? méthode qui fonctionne de mieux en mieux. Et là encore, vous allez encore dire, Kate Moss va être ravie, ça vient encore de chez nos amis américains. Cette tendance existe depuis les années 50, où à l'époque, ils aimaient bien s'échanger des maisons d'un État à l'autre. Et puis finalement, ça a pris de l'ampleur d'un pays à l'autre. Et c'est arrivé chez nous il y a quelques années. On est de plus en plus nombreux à faire confiance à ce système d'échange de maisons pour aller loin ou pas très loin. On va le voir, on a un sujet qui précise un petit peu tout ça. Et ça marche vraiment bien. On peut faire confiance. Je vous expliquerai pourquoi. Ouvrir sa maison aux autres, un phénomène de plus en plus rare. Aujourd'hui, la tendance est davantage au repli sur soi et à la sécurité. Mais certains ont décidé d'aller à contre-courant et pratiquent l'échange d'appartements. Le principe, troquer son domicile contre une habitation en France ou à l'étranger. Le procédé est simple, mettre une annonce sur un site spécialisé pour proposer à des voyageurs de passer des vacances dans votre appartement gratuitement. En échange, ces voyageurs vous laissent les clés de leur propre appartement pour que vous aussi puissiez passer des vacances sans payer l'hôtel. Jean-Robert pratique l'échange d'appartements depuis 3 ans. Grâce à ce système, il est parti en Californie et à New York. J'ai choisi l'échange d'appartements, l'échange de maisons, parce que d'une part, j'aime pas l'anonymat des chambres d'hôtel. J'aime bien me retrouver dans une situation plus réelle quand je suis dans un pays, c'est-à-dire de vivre un petit peu comme vivent les gens dans le lieu que j'ai choisi d'échanger avec ma propre maison. Entre 30 et 50 000 échanges se font dans le monde chaque année. À la clé, la découverte d'un mode de vie, des liens avec un nouveau voisinage. On réhabilite la notion d'échange et de partage. Beaucoup de gens, en fait, ont une peur, j'en ai parlé autour de moi, que les gens, qu'il y ait une sorte d'intrusion dans leur chez-soi. Mais en ce qui me concerne, c'est pas un souci et moi, je n'y vois vraiment que des avantages. Autre avantage de cette formule, elle permet d'économiser les frais d'hôtel qui souvent alourdissent le budget vacances, surtout quand on voyage en famille. Échanger sa maison. Allez Jean-Michel, tentant, hein. on se remet. Non mais Jean-Michel il était sur le canapé, genre en mode ah ouais j'aimerais bien échanger ma maison avec lui. 2 secondes. Vous êtes Voilà, c'est plagué, vrai. vous avez échangé avec San Francisco, c'est normal. En même temps c'est le matin, on se détend et on parle de cette fameuse tendance à échanger sa maison chez les uns, chez les autres. Oui. Le gros avantage c'est que c'est Le une gros économie avantage, dingue. C'est une économie, mais comme ça a été dit dans le sujet, ça n'est pas que ça. Il y a vraiment des gens qui recherchent autre chose comme ambiance que l'hôtel ou que la maison de location, qui sont en fait des formules assez anonymes. Là, c'est vrai que le gros avantage, c'est ce n'est pas cher, on échange et il y a une vraie réciprocité. Donc ça Mais il limite faut le justement risque. échanger en même temps. Très concrètement, on s'inscrit sur un site, comme tous les sites de troc en fait. On s'inscrit sur un site, on donne un descriptif